production d'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les cultivez, les produisez ou les transportez, vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays. Et nous sommes là pour vous aider. Entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire, FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC, rêver, bâtir, réussir. Ici Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques pour l'Institut Jean Garon et la vie agricole. La hausse du prix du lait avait été annoncée, mais elle surprend tout de même, alors que depuis le 1er février, le prix à la ferme a augmenté de 8,4 %. Le prix du lait à la ferme est déterminé annuellement par la Commission canadienne du lait. Ces propositions doivent être approuvées par les autorités provinciales avant d'entrer en vigueur, ce qui a été fait au début du mois de décembre. Pour 2022, la Société d'État a décidé que le prix du lait payé aux producteurs augmentera de 6,31 $ l'hectolitre, ou 6 sous le litre, ce qui aura pour effet d'augmenter de 8,4 % en moyenne le coût du lait utilisé pour fabriquer des produits laitiers destinés au secteur du détail et de la restauration. C'est presque 2 fois plus élevé que le record précédent de 4,52 % établi en 2017. Le chroniqueur et expert de la nutrition animale Yann Turmine est avec nous aujourd'hui pour expliquer et mieux comprendre cette augmentation. Yannick Patelli, l'éditeur du mensuel La Vie agricole, a préparé cette émission. Il est accompagné de Michel Saint-Pierre, le coprésident de l'Institut Jean Garon, et de Simon Bégin, porte-parole de cette même institut. Messieurs, c'est à vous. Oui, bonjour Éric et bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous allons avoir une émission un peu spéciale puisqu'il y a beaucoup de monde autour de la table virtuelle. On va se poser la question, pourquoi le lait coûte-t-il si cher? C'est ce qu'on entend dans l'ensemble des médias actuellement. C'est ce qui est porté par la vague médiatique, le 8,4 % qui est une réalité, donc décidé par la CCL. On va essayer de comprendre aussi c'est quoi la CCL, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. On a vu des chroniques récemment, notamment une signée par Sylvain Charlebois qui semblait critiquer le manque de transparence de la CCL. Alors, on va commencer tout de suite avec Yann Turmine, notre invité principal, on va dire, qui est installé dans les bureaux de la vie agricole. Nous sommes dans le studio. Michel, nous avons Yann avec nous et on va essayer de comprendre. Ouais. Yann, sur le terrain, tu semblais me dire que ça passe mal, la réaction, quand on dit dans les médias 8,4 %, le lait a augmenté de 8,4 %, on dirait que les producteurs trouvent qu'on leur en met beaucoup sur la patate. Ben, absolument. Faut pas oublier que cette hausse-là est le reflet de changements de prix qui ont eu lieu il y a peut-être 1 an, 2 ans. Ce qu'on vit présentement en agriculture, puis je dois vous avouer là, qu'en 30 ans de carrière, c'est la première fois que je vois des marchés aussi fous que ça. On est dans une période inflationniste incroyable. Je peux vous dire que dans les matières premières actuellement, là, on est dans de l'inflation à 2 chiffres. Là. On n'est plus de l'inflation à 1 chiffre, on est de l'inflation à 2 chiffres. Les producteurs sont confrontés à ça et de plus en plus, même dans les derniers mois actuellement, là, c'est spectaculaire. Là, l'inflation, même on est dans une période assez exceptionnelle en termes même certaines matières premières sont sous c'est difficile d'en trouver là. Or, tout ça crée des phénomènes où c'est que le producteur aujourd'hui il ne comprend pas parce que le 8 % est définitivement insuffisant là, avec ce qu'on voit dans les derniers mois. Et de l'autre côté, il se fait dire qu'il y a eu le droit à une généreuse augmentation. En tout cas, c'est comme ça que les médias généralistes le traitent, mais même avec ce 8 % là, définitivement, à l'heure qu'on se parle,
les producteurs sont obligés de piger dans leur marge. Là. Donc, ce que dit Yann, en fait, c'est que la CCL, qui est là quand même pour prévenir, en général, pour prévoir le coût un peu d'avance, aurait planifié une augmentation. L'inflation, en fait, on en parle depuis quelques mois, puis elle est là pour rester en 2022, possiblement en 2023 aussi. Dans quelle proportion, on ne le sait pas trop encore. Mais tu es en train de nous dire que finalement, la CCL avait quand même prévu un peu ça, et en fait, est venue compenser les producteurs, mais pas suffisamment. Oui, c'est ça. Je pense que je ne veux pas critiquer la CCL parce que leur mécanisme est un peu... il est un peu nébuleux, là, mais ça reste que si on regarde un peu les différents acteurs, que ce soit les banques, que ce soit la Banque du Canada... la plupart du gens, on n'avait pas venu... personne n'a vu venir cette inflation-là. Même il y a 6 mois, on était en période inflationniste, mais pas au niveau qu'on est présentement. Là. Puis, tu sais, on parle des intrants, mais au niveau des salaires, pénurie de main-d'œuvre, le transport... le pétrole, l'énergie coûte une fortune. Là. Qui aurait dit il y a 6 mois qu'on aurait eu du pétrole à 100 $ du baril? Là? Je pense que l'ensemble... Mais pourtant, les économistes nous parlent, la plupart des économistes à qui on parle reconnaissent l'inflation, mais la plupart nous disent l'inflation, oui, elle est là, mais elle est quand même contrôlée, on ne reverra pas les taux d'intérêt à 9-10% tout de suite. Les mêmes économistes, il y a un an, disaient que non, il n'y avait pas d'inflation, puis que c'était temporaire, puis que ça allait rebaisser. Là. N'oublions pas ça. C'est un peu comme la météo. Là. Puis c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, le métier d'économiste, faire des prévisions, c'est un sport de haute voltige. Là. Même les économistes, là, la plupart des économistes, maintenant, sont très prudents là, sur leurs prévisions. Et ceux qui en font, à matin, concèdent que non seulement il y a de l'inflation, mais que cette inflation-là va se poursuivre là, pour 2022, 2020, dans la saison 2022-2023. Ça veut dire que le coût du beurre à plus 12%, le coût du fromage à plus 10, plus 15%, c'est pas fini, ça? Ben, absolument pas. Il en manque. Et aussi bizarre que ça peut paraître, le 8 % qui a été accordé là, est réellement insuffisant. Là. Il va en avoir d'autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce 8 %-là a été donné là, sur une inflation passée, oui, avec une certaine prévision aussi de ce que peut être l'inflation. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que probablement que cette prévision-là était erronée au moment qu'ils ont accordé le 8 %. Puis à la lumière de ce qui se passe actuellement, là, c'est définitivement... Là, puis c'est sûr que il ne faut pas oublier que, généralement, quand on voit des poussées inflationnistes, c'est toujours, ça commence par les matières premières, puis tranquillement, là, ben, ça vient rejoindre là, le consommateur. Or, Simon Bégin qui est avec nous, porte-parole de l'Institut Jean Garon. Simon, à entendre Yann, on comprend que le producteur ne serait pas assez compensé dans l'augmentation que la CCL a choisie. Du coup, le lait coûte cher, le fromage coûte cher, le beurre coûte cher. Ça devient des produits de luxe. Mais tu voudrais témoigner de quelque chose? Tu as entendu en fait une chronique de Lionel Lévesque à Le Bigot samedi dernier, où en fait on se rend compte que le lait, oui, était peut-être un produit de luxe, mais il y a quand même des différences selon les packaging, c'est ça? Ouais, alors c'est peut-être un peu anecdotique presque, là, mais ça illustre surtout la complexité de cet écosystème-là des prix du lait, de la matière première, des produits transformés. Alors, ce que Lionel Lévesque expliquait, c'est que, oui, il y a une augmentation de 8 % qui va faire mal aux consommateurs, c'est sûr, mais il faut savoir que dans le lait liquide, on ne parle pas des fromages, mais de lait liquide, il y a un mécanisme de contrôle qui impose un prix maximum et un prix minimum. Mais ce mécanisme de contrôle-là s'applique seulement aux petits cartons d'1 litre, en tout cas 2 litres aussi, mais qu'on déplie. Il faut déplier pour l'ouvrir. Alors, j'ai vérifié moi-même. Alors, effectivement, le lait 2 % d'1 litre dans un carton qu'on doit déplier, c'est à peu près $1, presque 2 $, un petit peu moins de $2. Mais si vous rajoutez le petit bouchon de plastique, ça devient un lait de spécialité qui n'est plus couvert par le mécanisme de maximum-minimum. Alors lui, il est à 3,50 $. Alors le petit bouchon de plastique
vous coûte 1,50 $. Même chose pour le lait en 4 litres, des sacs de plastique, qui est à un prix contrôlé. Donc, ce que ça veut dire, oui, le yogourt, le fromage, ils vont avoir un impact important, mais quelqu'un qui veut donner du lait à ses enfants, du bon lait frais, c'est encore possible. Donc, je ne dis pas que 2 $ le litre, c'est un bon prix quand même, là, mais ce prix-là est contrôlé. Il y a une certaine protection du consommateur. C'est ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas nécessairement s'alarmer. Quand on rentre dans un supermarché et qu'on voit effectivement du lait à 3,50 ou à presque 4 $, c'est aussi parce qu'il y a un marketing derrière. Donc, ce n'est pas nécessairement seulement par rapport au produit du lait, c'est ça que tu veux nous dire? C'est le lait sans lactose, le lait, tous les autres laits, mais le lait de base, 1, 2, 3%, mais en carton, le carton le plus simple, le prix, il y a un maximum, il y a une certaine protection du consommateur. Alors, Michel, mais ça demeure un système extrêmement complexe. Ouais. Michel, la CCL, Commission canadienne du lait, en quelques mots, c'est quoi exactement? Parce qu'en fait, quand on regarde la chronique notamment de Sylvain Charlebois qui est sortie dans la presse, où il critique d'ailleurs un certain manque de transparence. En fait, c'est à peu près 80 personnes, c'est ça, c'est une société de la Couronne, 80 personnes qui travaillent là, puis ils font quoi? Ils décident du prix du lait. Ils décident du prix du lait, mais je pense qu'ils ont eu un mandat qui, avec le temps, a beaucoup évolué. À une époque, la CCL était aussi commerçant de lait, surplus de poudre de lait à travers le monde et probablement de beurre. Ils ont vendu du lait. Oui. Elle achetait pour débarrasser. Bon, elle avait un rôle, d'établir une situation de marché normale, donc en éliminant les surplus qui étaient sous forme de poudre. Et là, je fais appel à ma mémoire uniquement, mais probablement de beurre. Et elle commerçait au niveau international. Pour maintenir le prix à l'intérieur du Canada. Oui. Mais c'est un rôle qui a toujours été un peu, impopulaire. Là. Pour avoir vu souvent des présidents de la CCL se présenter devant des associations, des réunions de producteurs de lait. C'est jamais bien drôle parce que j'ai aussi l'impression que, sans avoir lu leur mandat précisément, qu'ils sont un peu des arbitres dans le sens de trouver un juste équilibre de prix, étant donné qu'il y a aussi des importations et des quotas d'importation. Donc, il faut établir une situation pour laquelle il n'y a pas un trop grand déséquilibre entre ce qui arrive comme prix. Alors, tout ça m'amène à dire que c'est, à la fin, c'est un rôle un peu d'arbitrage. C'était pour faire plaisir, ça serait de dire, on va établir un prix du lait qui est très élevé. Tout le monde pourrait applaudir, et puis voilà. Mais je pense pas que ce soit ça, étant donné le contexte où tu es dans quand même un marché partiellement ouvert, attendons-nous, il n'est pas ouvert complètement, mais la Commission canadienne du lait a comme mandat, et c'est certainement pas le plus drôle de leur mandat, de leur rôle à chaque année, d'établir un prix du lait qui va certainement en décevoir une partie des producteurs. Et quand elle vendait du lait partout dans le monde, en fait? Parce que j'ai cru comprendre que... il y avait des pays acheteurs. C'est vrai pour le beurre, en tout cas, comme je vous dis. Il faudrait que je fasse une recherche. Là, mais oui, je me souviens qu'au niveau de la poudre de lait, oui, c'était vendu à différents pays qui étaient en manque, évidemment, de production laitière. Je me souviens encore là de mémoire que Kadhafi était un acheteur. On en parlait à une époque comme étant un client de la Commission canadienne du lait. Donc, même la Libye, du temps du dictateur Kadhafi, était acheteur de notre CCL. Oui. Et là, si on regarde ça, on pourrait dire que la Libye n'était certainement pas un producteur de lait, donc il y avait un besoin. Et nous, on vendait des surplus pour établir probablement à l'intérieur une structure de marché qui permette à tout le monde d'en vivre. Là. Et qu'est-ce qui a fait alors que la CCL a arrêté de vendre à l'extérieur, en fait?
Elles vont plus? Actuellement, la CCL, elle fait juste... Là encore, il faudrait que je me remette dans ces bouquets-là. J'ai l'impression qu'elle n'a plus le droit, en vertu des ententes de l'OMC, de faire, parce que c'était un peu du dumping qui se faisait là, hein, dans un sens. Peut-être un lien aussi avec les nouveaux traités qu'on a signés avec le Canada et le Mexique. Oui, il y a un lien certainement avec des ententes de commerce multilatéral qui a fait en sorte qu'on a dû cesser cette pratique-là. Cette pratique-là, d'autant qu'actuellement, dans l'actualité, on le voit que AgroPure est pris avec aussi cette histoire de blend qui est vendue dans les marchés. Ça m'amène rien qu'à dire qu'il faudra que je me remette à jour et puis que je relise l'histoire un peu de ces années-là. Si on parle des années... On peut dire 80-90, sans doute, comme la fin de cette situation-là. Alors, Yann, c'est un système complexe, comme on le voit. La CCL, c'est une organisation qu'on connaît peu, en tout cas en tant que consommateur. Et souvent, en fait, la traduction qu'on en voit en fait, dans la réalité, que ce soit au commerce, que ce soit dans les médias, mais quand on va à l'alimentation ou autre, pour le consommateur de base, lui, ce qu'il voit, c'est son prix du lait qui augmente, ni plus ni moins. Oui, absolument. Et le système est de plus en plus compliqué. Je pense que la grande cassure s'est faite en 2008, où c'est que traditionnellement, on était dans des systèmes agricoles qui étaient, au point de vue mondial, largement subventionnés, en grand surplus. En 2008, on a eu une crise de prix majeure parce que justement, ces surplus de matières premières avaient pratiquement fondu. Et depuis ce temps-là, on voit, au niveau mondial, il y a un resserrement de l'approvisionnement en produits agricoles. Et ce qu'on voit, on voit des crises de plus en plus importantes là, au niveau de certaines matières premières. Or, on est dans un système où c'est que on a de moins en moins de bouffe là, disponible là, pour nourrir la planète, et ce qui occasionne des distorsions assez majeures dans les pays. Il y a des grands pays pour qui l'approvisionnement en nourriture est un défi majeur. Là. On n'a rien qu'à penser à des pays comme la Chine ou l'Inde, qui sont au-dessus d'1 milliard d'habitants. Ça prend beaucoup de nourriture. Et ces pays-là, s'ils ont des mauvaises récoltes dans leur pays, ils interviennent sur les marchés à n'importe quel prix. Et ce qui occasionne des distorsions, puis ils subventionnent carrément et c'est normal, il faut qu'ils nourrissent leur population. Mais on était dans un système où c'était très nord-américain, qu'on est très semblable, mais aujourd'hui, on est dans un système mondial d'approvisionnement qui fait en sorte là, que le Québec pèse pas, et ça crée des distorsions. Pour vous donner une idée, les variations des prix, rien que ça n'est sur... Et ce qui est drôle, parce que quand on parle d'intrants, on parle souvent d'intrants qui sont produits par des producteurs. Alors, d'un côté, par exemple, un producteur laitier a besoin de protéines, on va dire, pour nourrir ses vaches. Ces protéines-là viennent de sources qui sont produites par d'autres producteurs. Là. Alors, entre autres, c'est basé sur le tourteau de soya. Bien, regardez, on voit des fluctuations en quelques mois d'au-dessus de 50% du prix, là, à la hausse ou à la baisse. Actuellement, c'est plus à la hausse. Là. Alors, c'est des variations incroyables. Alors, de plus en plus, ça prend des politiques agricoles qui rendent nos systèmes très résilients face à ces variations mondiales là, qui sont excessivement dangereuses. Là. Alors, ça prend non seulement de la résilience au niveau des fermes, ça va être des fermes de plus en plus autosuffisantes, mais au niveau des pays, ça va de plus en plus important là, d'avoir des pays qui sont autosuffisants dans l'ensemble de la chaîne des intrants agricoles puis de la production agricole. Sinon, les gens, si les gens pensent que c'est une catastrophe d'avoir 8 % d'augmentation des produits laitiers, bien, je peux vous dire que dans certains pays, là, c'est pas 8 % qu'ils ont d'augmentation. On parle de 30, 40, 50, 100 % là. Or, actuellement, c'est ce qu'on vit au niveau mondial dans les produits agricoles et les intrants qui s'y rattachent. Des fluctuations incroyables. Regardez, il y a quelque chose qui passe carrément dans les grands médias, là, comment dire, ça passe dans le beurre un peu, si on peut dire, là. C'est ce qui se passe en Inde actuellement. L'Inde est en train de libéraliser son agriculture. Ça va avoir des secousses incroyables là, dans les 5-6 prochaines années. Ce qui se passe en Inde, là, ça va impacter de façon majeure l'ensemble de la planète là, au niveau agricole. Regarde, on n'en parle pratiquement pas. Là. Et on va se retrouver dans des situations où c'est que les produits, par exemple le maïs qui est produit ici,
Bien, un producteur d'ici ne sera pas capable d'acheter ce produit-là, mais tout le maïs va partir dans un autre pays parce qu'ils vont payer 2 fois, 3 fois le prix que ce que notre système ici est capable de payer. Or, d'où l'impact du coût des entrants directement à la ferme, comme ils commencent à le vivre actuellement les producteurs. Messieurs, on va tout de suite à une courte pause et on revient pour la deuxième partie. Belle-Île Solutions de Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions de Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. La production d'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les transformez, les emballez ou les transportez? Vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays. Et nous sommes là pour vous aider, entièrement dédiés à l'agroalimentaire. FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC, rêver, bâtir, réussir. L'encanteur Ron & Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur Ron & Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Alors, bon retour dans la quotidienne. On est aujourd'hui avec Yann Turmine, notre expert agronome et expert en nutrition animale, chroniqueur à La Vie agricole, qui est dans les bureaux de La Vie agricole. On co-anime avec Michel Saint-Pierre, comme toujours. Et nous avons aussi Simon Bégin, qui nous a rejoint, qui nous a parlé tout à l'heure de l'impact en fait, du packaging sur le lait, sur le prix du lait. Et on parle aujourd'hui dans cette émission de pourquoi on paye le lait si cher. Et si finalement, comme disait Yann Turmine, le 8,4% donné à la ferme était insuffisant, discours que l'on a peu entendu depuis qu'on parle de l'augmentation du 8,4%. On a appris dans cette émission aussi que finalement, moi j'ai appris en tout cas que la CCL avait déjà vendu du lait, du surplus en fait, à l'extérieur dans d'autres pays, notamment à Kadhafi. Michel, tu m'as surpris. Oui, tout à fait. C'est intéressant à entendre dans un contexte actuel où on sait que même des coopératives laitières actuellement sont en train de vendre leur surplus aussi à l'extérieur. Donc c'est là qu'on se rend compte que le lait est un domaine très complexe, d'où l'importance, comme on vous l'a déjà dit il y a quelques jours, de vous attarder à la pièce Ronde de lait, qui est une pièce docu-théâtre qui va dire beaucoup de choses sur le monde du lait, qui est une enquête qui a été menée pendant 4 ans par le comédien Justin Laramé. Mais quand Yann, tu nous dis que le lait finalement devrait possiblement coûter plus cher si on lui donnait son vrai prix, j'ai envie de poser une question aussi autant à Yann qu'au président de l'Institut, puis à Simon Bégin. Est-ce que finalement le consommateur il serait pas prêt à payer beaucoup plus cher son lait, mais si au lieu du fourrier du lait classique qu'on mélange dans la grosse citerne, le même lait pour tout le monde, là, qui est plus s'il y avait un lait de spécificité, un lait de territoire, est-ce que c'est pas là la solution? Est-ce que c'est pas là qu'on devrait un jour dire ok, le lait, il y a comme dans le vin, il y a des bons vins, il y a des moyens vins, il y a des très bons vins. Est-ce qu'on peut se rendre à ça un jour au Québec? C'est une très bonne... au président de l'Institut, pour commencer. Je vais prendre cette question-là au vol. D'abord, j'ai des doutes sérieux parce qu'il reste que c'est un produit de première nécessité. Et sur ce plan-là, une bonne partie du marché va toujours être celui d'alimenter en lait les familles nombreuses, les enfants et tout. Donc, la question de spécificité m'apparaît intéressante parce qu'elle ouvre un débouché pour un certain créneau, des créneaux qui peuvent être importants aussi. Mais de là remplacer et d'avoir finalement un produit qui serait assez différencié pour dire je le paye plus cher pour certaines caractéristiques. Je pense que dans le secteur laitier, il va y avoir ce qui arrive un peu partout ailleurs, une sorte de polarisation entre les produits de spécificité
pour lesquels les gens sont prêts à payer plus cher, comme c'est le cas pour les fromages d'ailleurs, et les produits de première nécessité pour lesquels le prix est extrêmement important. Mais on s'entend, Simon et Yann, c'est un peu frustrant d'entendre tout à l'heure, j'entendais Simon nous raconter l'histoire du petit bouchon. C'est fort intéressant parce que c'est quelque chose que je ne savais pas non plus, mais c'est un peu frustrant de savoir que le lait de spécialité, c'est un petit bouchon. C'est pas très spécial comme lait. C'est pas très spécial, non. En fait, c'est le même lait, c'est simplement que j'ai l'impression que parce qu'il existe un plafond au prix, au lait qui est réglementé, ben les entreprises vont chercher une marge de profit dès qu'elles le peuvent, dès qu'il y a une ouverture, dès qu'il y a une possibilité de dire ben ça, c'est pas un lait réglementé. On y va allègrement pour aller générer un profit. Alors, c'est comme si les produits un peu plus spécifiques, un peu plus évolués, un peu plus développés vont financer le produit de base. Souvent, dans l'industrie, on voit le contraire. Les produits à grand volume, les produits de base pour lesquels on a atteint une bonne productivité, un bon niveau de productivité, vont générer un profit qui va servir à développer des produits de niche. Alors là, dans le lait, c'est un peu une situation très particulière où les produits fins vont générer des produits pour permettre de rentabiliser les produits de base. Mais Yann, pour finir, parce qu'il nous reste à peu près 4 minutes, toi, ce qu'on a vécu dans le fromage, le fait de reconnaître du fromage de terroir, d'une certaine façon, mais d'ailleurs le terme fromage paysan vient d'apparaître, là, en fait, depuis que le MAPAC en a décidé. Est-ce qu'on pourrait, avec le lait, réussir aussi à avoir cet esprit un peu d'occupation du territoire et de reconnaissance du lait par région? Est-ce que c'est jouable, ça? Reconnaissance des troupeaux? Absolument. Ça, on appelle ça des politiques agricoles. Il serait peut-être temps que le Québec se donne des politiques agricoles puis arrête de faire du saupoudrage. Là. Ça fait longtemps qu'on beaucoup de monde le dit. Mais je suis un peu d'accord avec Michel. Là. Ben, pas rien qu'un peu, je suis très en accord avec ce que Michel dit. Là. Ça reste que de penser que des produits de spécialité vont remplacer les produits de masse. C'est un rêve. Je pense que ça relève beaucoup plus du marketing que de la réalité. Cependant, je pense qu'il faut quand même laisser... C'est important que le système en place laisse la place à ces spécialités, même si c'est une infime partie, là, quelques pourcentages du marché. Mais c'est important qu'on ait cette... parce que souvent, ces choses-là peuvent amener des modifications dans le système. Le meilleur exemple, ça a été les produits bio, c'est que c'était marginal, mais aujourd'hui, c'est pas si marginal, et même ça influence là, les produits de masse. Là, je pense que le système qui, d'ailleurs, qui serait peut-être temps de se poser des questions, qui est nécessaire, mais peut-être trop complexe, puis il y a eu tellement de couches à travers les années qu'à un moment donné, il faut peut-être rebrosser tout ça. Je suis pas sûr que le système qu'on a présentement... La gestion de l'offre est utile, la gestion de l'offre est nécessaire, mais de la façon qu'elle est gérée, puis toutes les couches qui sont mises avec... Est-ce que ça va faire face aux prochains défis, aux défis de la mondialisation? J'en suis de moins en moins sûr. En conclusion, Michel, la gestion de l'offre, est-ce qu'elle va faire face à la musique dans le contexte actuel? Est-ce que la gestion de l'offre peut faire face à la musique dans son contexte actuel? Ben, moi, je pense que la gestion de l'offre est là pour rester, puis elle a besoin de la gestion de l'offre. Bon, faire face à la musique, ça veut dire qu'il faudrait peut-être aussi qu'on questionne, comment dire, c'est pas une règle absolue, la gestion de l'offre telle qu'elle est là. La gestion de l'offre est un concept, puis ce concept-là, lui, je pense que personne ne le remet en question. Mais comment est-ce qu'on est capable de... faut discuter jouer, pour le faire évoluer. Le faire évoluer dans un contexte de marché. Je pense que c'est là que ça bloque actuellement, et c'est souvent là qu'on entend une critique actuellement. Alors, c'est un beau défi pour l'avenir, c'est un beau défi pour l'Institut Jean Garon, qui s'y attelle, je pense, depuis déjà quelques mois, et encore plus précisément, après le lancement de la fameuse pièce Run de lait. Ouais. Alors, merci et bonne quotidienne à tous, et à bientôt. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Alors, aujourd'hui, Yann Turmine, chroniqueur à La Vie agricole, expert en nutrition animale, Simon Bégin, porte-parole de l'Institut Jean Garon, Michel Saint-Pierre, évidemment, un habitué de notre émission quotidienne, co-président de l'Institut Jean Garon. Et c'est Yannick Patelli, l'éditeur du mensuel La Vie agricole. Oui, cet imprimé que vous recevez dans votre boîte postale si vous êtes agriculteur quelque part au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. C'est aussi nous, ça. Et sur lvatv.ca, tous ces contenus sont disponibles en vidéo, donc sur le support visuel. On salue nos auditeurs de toutes les stations de radio réparties un peu partout dans les régions du Québec. Quel plaisir de savoir qu'on peut parler agriculture, agroalimentaire et être entendu un petit peu
peu partout. Voilà pour cette quotidienne aujourd'hui. C'est Éric Bernard, coordonnateur des contenus numériques pour l'Institut Jean Garon et La Vie agricole. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et au plaisir de vous proposer très bientôt une autre quotidienne. D'aliments fait tourner l'économie d'ici. Vous les transformez, les emballez ou les transportez? Vous êtes essentiel à l'avenir de notre pays. Et nous sommes là pour vous aider, entièrement dédiés à l'agroalimentaire. FAC offre du financement et des connaissances sur mesure pour appuyer une diversité de gens, leurs projets et leurs passions. Vous êtes là pour nourrir le monde et nous sommes là pour vous. FAC, rêver, bâtir, réussir.